Bonjour à tous, je suis effectivement ravie d'être avec vous et je salue la ténacité de Séverine pour rendre possible ce moment. J'ai fait un événement il y a juste 3 jours à Paris et bon, peut-être que c'est plus marqué en France, mais la joie de se retrouver, d'être en présentiel est une chose précieuse parce qu'on s'épuise avec nos écrans et nos interfaces. Donc vraiment ravie d'être avec vous. Merci de cette introduction, Stéphanie. Je suis biologiste, oui, mais je crois que j'ai, toute petite, été extrêmement attentive à la vie parce que je me souviens de mon père qui arrivait comme ça dans sa main et puis qui me disait « Regarde ». Et puis on voyait une petite lumière et c'était des lucioles. C'était absolument incroyable. En fait, mon père avait vécu pendant l'occupation dans une espèce d'état sauvage, dans une propriété en Anjou, et il était complètement connecté au phénomène. Et nous avons fait du camping sauvage, nous avons vécu avec une certaine simplicité, et je crois que ça a fait que, de manière presque fondamentale, essentielle, la protection du vivant, mais je dirais des phénomènes vivants, m'a toujours occupée. Et j'ai donc passé pratiquement tout mon parcours de professionnel à parler des enjeux sociaux des technologies, comme journaliste dans pas mal de médias différents, en publiant des livres sur les trajectoires techniques dont vient de nous parler Raphaël. Qu'est-ce qui fait qu'on en est à la 5G et pourquoi ça poserait un problème? Vous voyez, le premier débat que j'ai organisé en sortant du journalisme et en créant l'association Vivagora en 2003 avait comme thématique « Le vivant est-il un bien commun ?» C'était après Rio. Et en fait, le bien commun, on s'en fiche. On ne sait pas comment s'en occuper. Et comment faire, effectivement, vous voyez, tellement longtemps après, j'ose pas compter les années parce que c'est ça qui est assez sidérant, c'est que en 62, Rachel Carlson publiait Printemps silencieux et nous sommes en 2020. C'était l'alerte sur la fragilité des coquilles d'oiseaux. Nous avons une alerte considérable aujourd'hui de l'OMS sur l'effondrement possible de la possibilité de procréer naturellement, puisque la quantité de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de moitié en 50 ans. Et que si la courbe continue, dans 20 ans, nous ne sommes plus fertiles. Ah oui. Il s'agit de bifurquer parce qu'il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est l'habitabilité de la Terre. Si la Terre est habitable pour nous, humains, c'est qu'il y a eu des petits organismes qui sont apparus il y a des milliards d'années, qui ont permis, par leur système métabolique, de produire de l'oxygène, de réduire le CO2 et de nous équilibrer dans une atmosphère qui est celle que nous connaissons. Et je dirais le plus grand espoir qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est bien la jeunesse. Comme on l'a vu, et depuis 2 ans, effectivement, il y a une transformation qui nous donne une vraie énergie collective. Oui, effectivement, les choses s'accélèrent, puisque cette pandémie nous amène à être confrontés dans nos corps à cette limite, à ces limites, qui sont les limites qui sont les supports de vie. J'ai parlé de l'équilibre oxygène et gaz carbonique, mais il y en a beaucoup d'autres, l'azote, le phosphore, tous les équilibres qui sont le fruit d'une évolution. Vous savez qu'on ne connaît pas d'autres planètes, malgré toutes les recherches, véritablement habitables aujourd'hui dans le système solaire. Enfin, en tout cas, on en cherche toujours. Et que parmi les planètes proches de notre système solaire,
eh bien, la vie sur la Lune, sur Mars ou sur d'autres planètes est vraiment difficilement envisageable, puisque s'il faut déjà mettre une énergie énorme pour rendre notre habitat vivable, on ne va pas pouvoir vivre sereinement comme on le vit sur Terre. Donc ce reset, il est imposé, je dirais, sans que ce soit dramatique nécessairement, ou en tout cas dans l'angoisse radicale, parce qu'au contraire, je vais vous expliquer qu'il s'agit plutôt d'une libération. Nous sommes pris entre les 9 limites planétaires qui sont celles de la biodiversité, de la qualité des sols qui est très très menacée. Je ne vais pas toutes les décrire, vous les connaissez certainement. Et puis celles décrites par Kate Raworth, donc du donut qui apparaît sur l'écran, c'est-à-dire nos besoins fondamentaux, sociaux. Donc il faut vivre en étant attentif à nos milieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va comprendre assez vite que cette urgence qui a été très largement soutenue par ces deux personnages, Harrison Ford, We need nature. Vous vous souvenez de ce discours absolument incroyable, il y a, je crois, 3 ans maintenant, qui était d'une force absolument terrible. Et puis, évidemment, notre Greta Thunberg qui nous aide à mobiliser la jeunesse. Pourquoi nous en sommes là? Je vais vite le dire, mais parce que nous sommes en terre de Voltaire, ici. C'est que la Renaissance, c'est la modernité, eh bien, c'est que nous avons eu une trajectoire hors sol, hors milieu, hors contexte. C'est-à-dire que peut-être que la transcendance portée par le système, entre guillemets, judéo-chrétien, nous amène à nous aligner à une vision d'une aspiration à ressembler à une idéalité, hein, la géométrie dans l'époque moderne avec ces courbes qui sont des conventions, je le rappelle, hein, eh bien tout ça nous fascine et nous pensons que la carte est le territoire, puisque nos modèles sont la réalité. On le voit avec la Covid, c'est que nos modèles sont extrêmement insuffisants et souvent même erronés. Donc cette logique d'émancipation qui a animé l'époque moderne part d'une approche, d'une sorte d'attitude de surplomb sur la nature avec cette mathématisation, cette idéalisation dont je viens de parler, qui aboutit à la réduction du vivant qu'on a pu voir. Moi, quand j'ai fait mes études dans les années 80 à Orsay, eh bien, nous étions dans une approche strictement moléculaire, alors je crois que maintenant les choses se sont largement rééquilibrées avec une vision d'une biologie intégrative. La physiologie est une affaire importante, l'endocrinologie nous importe énormément et vous le voyez avec la question de l'immunité. Et donc il est maintenant absolument nécessaire de sortir de ces postures limitées. Je ne dis pas qu'il faut les quitter, mais il faut les enrichir. Les enrichir en nous départissant de ce qui peut être insoutenable. Et là, ça demande une visite assez profonde de nos peurs de dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire interdépendance? Eh bien, on entend dépendance, ça ne plaît pas trop forcément. Les limites, eh bien, on se dit, ça va être donc des contraintes. L'inattendu, est-ce qu'on en a envie véritablement? Nous avons fait dans notre événement des germinations une séance sur déprogrammer le numérique. La question de l'altérité, eh bien, est-ce qu'on a envie de s'exposer à l'autre? L'altérité, altération, la finitude, la disparition, eh bien, la vie, eh bien, à la vie, à la mort, parce qu'il n'y a pas de vie sans mort, sans réduction de certaines choses. Je rappelle que pour faire une forme de la main, il faut qu'il y ait de l'apoptose, il faut qu'il y ait de la mort entre les doigts, il faut qu'il y ait des cellules qui meurent pour faire des formes. Donc tout fonctionne évidemment de manière
cohérente, c'est-à-dire que les deux moteurs, la vie et la mort, fabriquent des formes adaptées, utiles et qui nous permettent des fonctionnalités. Je ne m'attarde pas sur ces alertes dont j'ai évoqué la première, Rachel Carson, mais le mathématicien Grothendieck, c'est pour dire ici que tous ceux qui se sont épuisés à tirer la sonnette d'alarme, dont Bernard Stiegler, décédé cet été, sont des éclaireurs aujourd'hui. Et puis en face, un certain nombre de démarches pour avancer vers des réponses qui s'avèrent extrêmement insuffisantes. Le point très important, c'est le caractère très limité de nos approches de type RSE, information extra-financière, les approches ESG, tout ça c'est effectivement très utile, mais on a l'impression que toutes ces démarches vertueuses sont cornérisées, c'est-à-dire qu'elles sont mises sur le bord du système, le système continuant à avancer. Stéphanie l'a largement présenté, on pourrait imaginer une métaphore d'un train un peu fou qui continue à avancer, on ajoute quelques wagons verts, mais le train va toujours dans la même direction. Or, il nous faut bifurquer. Je voudrais juste citer ici, puisque j'ai évoqué Voltaire, on va continuer dans la littérature, cette phrase. Je vous demande d'essayer d'imaginer de qui peut-elle venir. Est-ce possible que malgré les inventions et progrès, malgré la culture, la religion, la connaissance de l'univers, l'on soit resté à la surface de la vie? C'est une personne qui vivait dans le Valais. Un poète, Rainer Maria Rilke. C'est extrêmement intéressant que cet homme qui avait une telle recherche de, vous vous souvenez, les poèmes sur les roses, telle recherche de la compréhension de l'existence, ait pu faire ce constat il y a donc un siècle sur notre incapacité à prendre la mesure de ce qu'est la vie. Et ici, je voudrais juste, je fais des sauts dans le temps, mais simplement rappeler ce que nous dit Janine Benyuls, l'auteur du biomimétisme. C'est cette femme qui a écrit ce livre formidable, qui a lancé le biomimétisme. La nature fonctionne à l'énergie solaire. Elle n'utilise que l'énergie dont elle a besoin. C'est pas rien, frugalité. Elle adapte la forme à la fonction. Elle recycle tout. Elle récompense la coopération. Elle parie sur la biodiversité. Elle valorise l'expertise locale. Elle limite les excès de l'intérieur. Elle transforme les limites en opportunités. Et j'ajouterais la chose, moi, qui me fascine le plus, c'est que le principe du vivant, le vivant, inscrit l'expérience dans la matière. On essaye de rendre le numérique chargé de son histoire, avec l'apprentissage inclus dans le numérique, mais vous voyez que nos cerveaux, comme notre système immunitaire, se forgent de l'expérience. Nous sommes les plus immatures des êtres vivants à la naissance pour pratiquement, on pourrait presque le dire comme ça, intégrer la nature dans l'intérieur de nos métabolismes, la culture, je veux dire, la culture. Donc c'est pour ça que nous avons cette situation absolument exceptionnelle de pouvoir bifurquer aujourd'hui en s'inspirant des approches du vivant. J'ai parlé des 10 principes du vivant, mais c'est Chappell, dans son livre, qui parle des 16 principes du vivant, on peut les détailler plus avant. Nous appuyons, vous voyez, c'est les regards de Bruno Latour, qui a été évoqué précédemment, qui a fait un spectacle qui s'appelle Moving Earth, qui parle de cette fameuse zone critique qui est le donut, en fait, dont je viens de parler.
Eh bien, la chose très importante, c'est qu'il nous faut maintenant garder la Terre habitable avec des démarches ici dont je m'inspire, qui viennent de travail du campus de la transition, qui est en Seine-et-Marne, en France, et qui est porté par Cécile Renoir, philosophe et enseignante à l'ESSEC, et qui va publier le 15 octobre un livre assez important qui est issu des travaux environ d'une centaine d'académiques, et qui est organisé en 6 portes pour la transition écologique, que je ne vais pas détailler, mais je vous invite à regarder ce livre qui va paraître au Lien qui libère. L'oikos, l'éthos, le nomos, le logos, la praxis et la dynamique, les dynamiques, connaissance de soi, avec un certain nombre d'approches qui peuvent être personnelles, qui peuvent être de compétences coopératives, collectives. En tout cas, c'est vraiment un repère très important. Bien sûr, nous avons aussi le guide des 17 ODD qui travaille à la fois sur les limites, donc la COP 15 et l'accord de Paris, avec toutes les transitions qu'il faut faire d'un point de vue technologique, et puis évidemment la dimension d'une transition écologique et solidaire. Donc ça ne peut pas ne pas fonctionner ensemble, puisque nous sommes en interdépendance. Je voudrais là souligner l'importance, peut-être qui est difficile à saisir au pied levé, qui est de prendre en considération les milieux. Nous avons eu, à la fin du 19e siècle, un chercheur allemand, Jacob van Exkull, qui a développé l'idée que chaque animal, chaque organisme vivant voit le monde par son milieu, transforme son monde en son propre milieu. Et il a développé, je dirais, l'idée de l'univers de la tique qui a 3 réflexes, de fondre sur sa proie, de forer la peau et puis de sucer le sang. Eh bien, l'univers de la tique, c'est son monde à elle. Et eh bien, tout animal a un univers qui est situé, qui est localisé. Et la question de la circulation entre le milieu et nous-mêmes est absolument primordiale, parce que nous sommes nos milieux. Nous sommes nos milieux pour la vie, pour la nourriture, mais nous sommes nos milieux d'un point de vue culturel. Et c'est un point très important de prendre la mesure de cela quand on est une entreprise, puisqu'il s'agit de considérer nos écosystèmes et de s'en enrichir, de rendre des comptes à nos écosystèmes, et de travailler dans cet univers qu'a développé Hélène Trocmé-Fabre, qui est un nouveau langage avec le vivant. Cette femme est une linguiste et elle a clairement montré que nos langues étaient extrêmement limitées pour appréhender le vivant, parce qu'on dit « j'ai froid », alors qu'il y a des langues, notamment en hébreu ou dans d'autres langues africaines ou asiatiques, où on va dire « je suis avec le froid ». J'ai un enfant en responsabilité, vont dire d'autres langues. Nous réduisons le monde en disant, en mettant soit le verbe être, soit le verbe avoir, qui instrumentalise en fait notre milieu. Et ça paraît anecdotique, mais ça nous enferre dans un système qui est très problématique. Le vivant est fait de ces choses-là. Je ne vais pas m'attarder sur la dimension énergétique, mais la négantropie est le contraire de la dispersion de l'énergie. Et le principe du vivant permet de faire de l'ordre dans le monde, et donc de faire une économie d'énergie. Je ne m'attarde pas, mais je suis très attachée à ces 2 personnalités. Franz Krachberg, qui a vécu au milieu de la forêt amazonienne pour la protéger par sa présence, en dormant à 90 ans sur place.
et Bernie Krause qui, dans son exposition de l'Orchestre des animaux à Paris, faisait rêver les gens qui venaient là pour juste visiter une expo et puis qui restaient là 3 heures, 4 heures, fascinés par ce monde du vivant. Donc, là où je veux en arriver, et je vais en terminer, et parce que c'est le point que je reprendrai cet après-midi, c'est que le problème que nous avons, c'est qu'à force de lire tout un tas de livres d'alerte maintenant, et d'être pris dans cette idée de la collapsologie, de l'effondrement, eh bien, nous nous sentons comme impuissants. Et nous perdons l'idée de prise. Nous avons des difficultés de prise sur le système, parce que les systèmes nous apparaissent véritablement des automates qui nous écrasent. Et effectivement, il y a un technomarché qui crée des logiques dont vont reparler un certain nombre de personnes, et notamment Thomas Landrin. La financiarisation et les spéculations, le taux d'actualisation est une sorte de programmation de la destruction. Les externalités, nous allons faire la fête à ce Pigou qui, en 1920, a inventé cette idée d'externalité. Mais où est l'autre monde ? Que veut dire le terme d'externalité ? Comment peut-on continuer à garder des notions qui ne tiennent pas dans la réalité ? Et le point crucial, c'est la comptabilité. Pour nous, à Tech for Life, la structure que je coordonne avec un certain nombre de personnes et surtout avec un très grand réseau d'experts, qu'ils soient des académiques ou même des artistes, eh bien, c'est qu'il faut prendre au pied de la lettre la logique du capitalisme. Le capitalisme a organisé le capital financier qui est mis dans les bilans comptables. Eh bien, pourquoi ne pas faire la même chose avec le capital naturel et le capital humain, c'est-à-dire de prévoir un amortissement pour ceux qui sont un petit peu économistes ou qui ont un peu une idée de ces calculs. Et c'est tout à fait en train de se développer depuis le livre de Jacques Richard dont nous avons fait le procès, et donc je vais y venir, mais je pense qu'on ne va pas passer la vidéo, ça va nous reporter trop loin. Mais le sujet majeur, c'est comment donner une image fidèle de l'activité industrielle. Dans le rapport Nota-Sénar en France, il a clairement été noté que nos systèmes comptables ne donnent pas cette image fidèle. Corinne Lepage a même parlé de système borgne. Je pense qu'on n'a pas le temps mais je vous invite à aller voir sur le site de Tech for Life le procès que nous avons fait avec Jacques Richard, qui était accusé pour faire une sorte de pédagogie de qu'est-ce que ça voudrait dire de changer nos systèmes comptables. Mais voilà, vous pouvez aller voir les plaidoiries finales qui sont des sortes de démonstrations qui vont vous retourner littéralement, puisque moi je vois maintenant que les entreprises viennent nous rejoindre pour l'alliance que nous avons créée, l'Alliance Compta Régénération 2020, avec une dizaine d'entreprises qui sont citées là, Vigeo, Citeo, Invivo, Danone, etc. Et on ne sait même plus trop qui on peut encore accueillir, tellement, je dirais, l'attente est colossale. Travaillant avec le monde académique et notamment la chaire comptabilité écologique d'AgroParisTech en France, et il y a beaucoup d'expertise maintenant depuis 10 ans. Et nous allons donc vers l'idée d'entreprises régénératives et qui vont pouvoir, par un bilan comptable tout à fait transparent, donner la possibilité de voir la trajectoire vertueuse de la contribution d'une entreprise, parce qu'il y a quand même un petit problème. On ne peut pas juste continuer à laisser la performance dans le privé et la responsabilité dans les pouvoirs publics. Vous voyez que les pouvoirs publics sont effondrés. Donc, comme l'a dit l'OCDE au G7 environnement, il n'y a plus de possibilité de performance économique sans performance environnementale et sociale. Et donc, nous avons des outils à la fois de métrique environnementale et sociale, de comptabilité intégrée pour pouvoir développer cette vision, et donc passer à un alignement avec toutes ces démarches que vous connaissez aussi bien que moi, qui depuis pratiquement 10 ans ont émergé partout dans le monde. Métamorphose donc,
je passe là-dessus. Il y a vraiment sur le numérique un vrai sujet que j'ai pointé dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans, l'urgence du vivant vers une nouvelle économie. C'est quelle autonomie on veut et qu'est-ce qui nous fait sécurité? Est-ce que c'est les automates ou est-ce que ce sont les organismes équilibrés qui nous permettent de compter sur l'avenir? C'est une vraie question, je dirais, de pari pascalien. Bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à la vision, non pas donc d'un homme, d'un transhumanisme, mais plutôt d'une vision d'un homme en résonance. Hartmut Rosa, son dernier livre sur la résonance, très important, la vision donc de vigilance qu'a donné le pape avec l'encyclique Laudato Si. Et je termine ici avec garantir les convivialités, coexistence, avec 2 auteurs importants, Hannah Arendt. La politique n'existe qu'à cause de la nécessité biologique en vertu de laquelle tous les humains ont besoin les uns des autres pour mener à bien cette tâche ardue qui consiste à se maintenir en vie. Et puis, évidemment, Aldo Leopold, qui est beaucoup plus dans une approche éthique, c'est-à-dire la notion de considération. Considérer des valeurs nouvelles, fabriquer, donner à voir les valeurs nouvelles que nous voulons promouvoir et de manière très concrète. Et je parlerai cet après-midi du retour d'expérience de notre événement sur 2 jours de la semaine dernière. Un grand merci pour votre attention.